Je vais vous interrompre. Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà de nous rejoindre et de rester fidèles à nos rendez-vous de ce nouveau rendez-vous de la 11e saison de nos dîners littéraires bruxellois, ici à la Maison de la Francité. Et un rendez-vous ce soir entièrement bruxellois, on va le voir, en compagnie d'Isabelle Steenbruggen, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux pour écouter parler de la Maison des Biscuits. La Maison des Biscuits, effectivement, qui va nous retenir. Vous êtes... on va se tutoyer, Isabelle. Tu es née à Bruxelles, tu es diplômée de l'Institut de traduction Mariaps. Tu as vécu plusieurs années en Espagne avant de retrouver Bruxelles. Tu as travaillé pendant la Commission européenne notamment. Mais depuis 10 ans, je pense que tu as fondé une coopérative de commerce équitable. C'est ça, maintenant je travaille plutôt dans l'économie sociale et dans le commerce équitable. J'ai quitté la commission. Coopérative au sein de laquelle tu as d'ailleurs aussi, on en dira peut-être un mot à la fin, mais imaginé ou créé un jeu de société sur la thématique. Oui, et mon premier roman aussi d'ailleurs. Et le premier roman. Mais on va s'attarder sur ce roman aussi de 400 pages et on va voir qu'on est là dans un chantier romanesque assez important. Mais donc, on te doit également plusieurs nouvelles publiées chez l'éditeur Lamirois, qu'on connaît bien ici à la Maison de la Francité, puisque on suit régulièrement ces productions. Mais donc, on va s'arrêter aujourd'hui essentiellement sur cette fresque, j'ai envie de dire une large fresque, à la fois familiale et historique, qui va traverser avec toi le XXe siècle. Ce roman qui a évidemment pour cadre principal Bruxelles et la Belgique, et qui s'intitule donc La Maison des Biscuits. Il y aura d'ailleurs une petite surprise peut-être en fin de repas, mais on ne dévoilons pas tout tout de suite. Vous ne vous en doutez absolument pas, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, peut-être que... Voilà. Et donc, voilà. Mais alors, Isabelle, peut-être avant de plonger avec toi dans ce XXe siècle, j'ai envie de dire de bruit et de fureur, comme pour reprendre le titre de Faulkner, peut-être une première question. Ben, voilà, tu as publié, bon, hormis un premier roman, mais quelques nouvelles, donc plutôt dans l'écriture, dans le registre plus court. Ici, on est dans cette fresque importante avec une galerie de personnages assez étonnante. Alors, à quel moment est-ce que tu as senti que ce texte allait t'embarquer comme ça dans cette saga au long cours? Alors, j'avais envie de parler de deux choses. J'avais des très bons souvenirs de cette maison qui existe vraiment, et j'avais envie d'y retourner en livre. Et puis aussi, j'avais envie de parler à mes enfants de mes grands-parents, parce que je trouvais qu'il y avait une telle différence entre le monde dans lequel eux vivent aujourd'hui et le monde dans lequel mes grands-parents ont vécu. Et puis, à cette époque-là, c'était le début du confinement. Donc, j'étais à la maison, j'ai eu le temps de commencer à écrire. Et le roman, c'est vraiment écrit, bon, pas tout seul, mais c'était limpide, quoi. J'écrivais très facilement. J'étais vraiment très bien avec mes personnages. Et il s'est écrit finalement relativement vite pour une telle brique, en 1 an et demi. Voilà. Mais alors, tu le signales aussi dans les remerciements en fin de volume. Le point de départ du livre, est-ce que c'est justement ce journal de ton arrière-grand-père, visiblement? C'est ça. Oui. Puisque, juste pour effectivement vous donner la chronologie, on démarre en 1911, 1912. Mm-hmm. Et le livre se termine dans les années 90, début des années 90. Oui. Alors ça c'est vraiment, disons, fictif, parce que c'est deux côtés de la famille séparés.
Mais effectivement, on avait retrouvé les carnets de guerre de mon arrière-grand-père qui était parti au front en 1914. Et en fait, il faisait partie de ce détachement de militaires belges qui avait été envoyé sur le front de l'Est et qui s'est retrouvé un peu coincé en Ukraine en 1917 à cause de la révolution. Donc les soldats belges étaient considérés comme les soldats du tsar, ils étaient à éliminer, et donc on les a vite mis sur le train pour les envoyer à Vladivostok. De là, on savait toujours pas quoi faire de ces Belges, donc on les a envoyés en Mandchourie, de là vers les États-Unis. Et en fait, il a fini par faire le tour du monde, un peu contre son gré, pendant la Première Guerre mondiale. Et on a retrouvé ces carnets de voyage, et je trouvais que c'était un document tellement passionnant. En plus, il a une plume qui est pas mauvaise du tout. Il écrit assez bien. Et donc, la première partie du roman, effectivement, reprend tous les carnets de guerre de mon arrière-grand-père. Tous les textes qui sont en italique dans le roman ne sont pas de moi. Sont vraiment du mot pour mot ces textes à lui. Alors, effectivement, le roman débute par l'évocation de ce couple, Ovide, qui est avocat. Là, effectivement, on comprend peut-être qu'il y a dans la personnalité d'Ovide, peut-être justement, des traits communs à ton arrière-grand-père. Je n'en ai aucune idée. Je l'ai pas connu, donc je en tout cas, il ne part sais au pas du front. tout. En tout cas, il va Oui. partir au front. Il est marié à Clarisse de Limagne, qui, elle, est issue de l'aristocratie. Alors, ils auront 6 enfants. On va suivre, évidemment, tout au long du roman, la destinée des enfants, et plus particulièrement d'une des filles du couple que forment Ovide et Clarisse, c'est-à-dire Malu. On va y revenir, évidemment. Mais alors, pour planter le décor, donc, le couple habite dans cette maison située ici à Bruxelles, rue Jules Lejeune. C'est ça. Donc on est à Ixelles, hein, c'est ça? On est à Ixelles, oui. Hein, Oui. près Dans- près de la bascule. c'est ça, hein? Oui. Dans ce qui est le quartier le plus cher de Bruxelles aujourd'hui, je pense. À l'époque, c'était pas du tout le cas, mais maintenant, c'est vraiment une des rues où les maisons sont complètement impayables. Voilà. Et donc, alors, on va... le roman débute effectivement par le départ d'Ovide pour le front. Et puis, il y a Clarisse qui, issue de l'aristocratie, qui incarne un peu, j'ai envie de dire, jusqu'au bout des ongles, les convenances, les bonnes manières, et puis qui est très pieuse. Oui, complètement. Clarisse est un personnage très, très intéressant parce qu'elle a été élevée dans les convenances, elle est très, très guindée. On ne montre jamais ses émotions dans le milieu d'où elle vient. Tout est basé sur les apparences. Et malgré ça, elle a quand même fait un mariage. En fait, elle s'est mariée avec l'homme qu'elle voulait épouser, et on considère dans sa famille qu'elle a fait un mauvais mariage parce que son mari est roturier. Il est très riche, il est avocat, mais c'est quand même pas assez bien, quoi. Oui. Et elle tient absolument à maintenir son statut de noble, malgré le fait qu'elle soit femme d'un roturier. Et donc c'est quand même un mariage d'amour, plus ou moins. Oui. Parce que, ce qui est justement assez rare à ce moment-là dans l'aristocratie pour Clarisse. Oui, je pense que, dans le roman, en tout cas, si Ovide a été accepté comme mari, c'est parce qu'il a pu montrer qu'il avait assez d'argent pour entretenir son épouse. Alors, il y a une phrase que j'ai relevée qui, à mon sens, caractérise très bien Clarisse. Clarisse avait de la tenue jusque dans les larmes. Et effectivement, dans le roman qui fait 400 pages, je pense que c'est la seule fois où Clarisse pleure. Hein? Bien sûr, à l'abri des regards, évidemment. On ne va pas vous révéler pourquoi, mais effectivement. Non, bien sûr. Non. Mais bon, même si on révèle peut-être certaines choses, il y a tellement d'aventures, de choses qui se passent dans le roman
on ne dévoile pas beaucoup de choses. Mais donc, effectivement, et alors, bien sûr, le couple va avoir 4 filles. 4 filles, oui. Malu 6 enfants en tout. C'est ça. 4 filles et des jumeaux. C'est ça. Et donc, évidemment, pour eux, c'est inconcevable, en tout cas pour Clarisse, inconcevable que les filles travaillent. Complètement. Donc, quand les 4 filles discutent ensemble de ce qu'elles aimeraient faire plus tard comme métier, eh bien, un jour, Ovide entend cette conversation et il sort de son bureau, il les interrompt, il dit non, mais vous ne travaillerez jamais, vous ne devrez jamais en arriver là, vous ferez des bons mariages et ça vous épargnera de devoir travailler un jour. Alors, et on apprend effectivement que Clarisse destine ses filles à cette fameuse finishing school. C'est ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était, ni qu'il y en avait une à Bruxelles. Mais tu viens de me dire que c'est vrai, oui. Oui, c'était une école pour les jeunes filles de bonne famille où on n'apprenait pas à coudre ni à cuisiner, mais on apprenait à tenir son foyer, on apprenait à parler anglais et on apprenait à avoir une certaine culture générale pour pouvoir ne pas avoir l'air idiote devant les invités que monsieur ramenait à la maison. Voilà. Alors, c'est important. Effectivement, on part de là parce que on va le voir, le roman d'Isabelle est aussi un roman sur l'évolution justement de la condition de la femme et sur les mœurs et sur l'émancipation par le biais de cette transmission qui va s'opérer tout au long du livre. Juste, oui, vas-y, oui. Parce qu'en fait, là, c'est vrai qu'on a planté le décor, mais Ovide n'est pas si doué que ça pour entretenir sa fortune. Et donc, petit à petit, la famille se retrouve complètement désargentée et les 4 filles doivent se mettre à travailler. Voilà. Et donc, effectivement, ça va chambouler d'une certaine façon, perturber, bien sûr, l'organisation bien huilée que Clarisse souhaite, évidemment. Et donc, alors, on va suivre à travers le regard de tous ces personnages, de cette famille, mais, je l'ai dit, tout le siècle, un siècle quasi de vie à Bruxelles, les tracas du quotidien, les habitudes, les mensonges, les amours, les joies, les déceptions, toutes les trahisons, puisque parallèlement à cette vie de famille vont évidemment se dérouler tous les grands événements historiques, mais joyeux aussi, qui ont marqué, qui ont fait le pays, la Belgique. Hein. Les guerres, bien évidemment, les 2 guerres mondiales, mais tu vas nous emmener évidemment dans les couloirs de l'Expo 58, évoquer la foire du Midi aussi dans les années 20. La foire du Midi dans les années 20, d'ailleurs. C'est un des extraits que j'ai sélectionné. L'incendie de l'innovation, la tragédie du Wesel. Enfin voilà, on va traverser tout ça qu'on a tous en mémoire à quelque niveau que ce soit. Et donc parmi les enfants du couple, il y a Malou, Lucie, mais qu'on appelle Malou dans la famille. Et c'est sur elle, en tout cas, que petit à petit, tu vas recentrer l'histoire. Oui. Hein, à partir de fin des années 30, le livre va se resserrer sur cette personnalité, sur Malou. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différent, Malou, peut-être, dans cette famille ? Qu'est-ce qu'elle a de... Bon, alors elle est douée pour le piano, mais elle est un peu différente. Elle est, à mon sens, elle est peut-être un peu celle qui est un peu plus espiègle. Oui, je pense que c'est des 4 sœurs celle qui a le caractère le plus fort. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, elle est gauchère contrariée. Ah oui.
ça la rend complètement ambidextre parce que elle continue à utiliser sa main gauche malgré les interdits. Et ça la rend vraiment virtuose au piano. Et donc, elle rêve de faire des tournées européennes, d'aller jouer au piano dans les plus grandes salles d'Autriche, de République tchèque, etc. Mais ses parents ne l'entendent pas du tout comme ça. Ils n'imaginent pas du tout ce qu'elle pourrait faire après les concerts dans des villes inconnues. Donc, pour les parents, c'est hors de question. Et finalement, quand à leur grande dame, les parents vont devoir compter sur les filles pour les entretenir, Malu va devenir prof de piano et elle va surtout enseigner à des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment développer une espèce d'instinct de protection très 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 farouche envers les enfants qu'elle va garder après avec ses propres enfants et petits-enfants. Et en fait, pour encourager ses élèves, elle leur offre leur boîte de biscuits préférée. Et petit à petit, ça va vraiment devenir son langage d'amour, en fait. Là, à chaque fois qu'elle rencontre un enfant, elle connaît son biscuit préféré. Voilà. Voilà. Et effectivement, cette référence au biscuit traverse comme un leitmotiv de tout le roman. On va y revenir. Mais alors, elle est un peu, oui, effectivement, elle est un peu Malu. C'est un très beau personnage. Elle est à la fois espiègle, mais légèrement rebelle, par rapport. Mais elle annonce à un moment, tout de go, au milieu d'une réception familiale, qu'elle ne souhaite pas marier, en tout cas, ni un avocat, ni un flamand, ni un blond. Et elle va évidemment tomber amoureuse d'un avocat flamand et blond. Un certain, ici, Charles. Voilà. Qui est avocat, qui est blond, effectivement, et qui est d'origine flamande. Oui. Alors, bien sûr, là, tout va aussi se bousculer. Alors, il est impossible d'évoquer ensemble ici ce soir toute la galerie de personnages que tu convoques, parce que la famille est nombreuse. Juste pour vous rassurer, il y a un arbre généalogique au début, comme ça. Si jamais à un moment vous ne vous souvenez pas de qui est qui. C'est très utile quand même, parce que bon, oui, voilà, on peut parfois se perdre un petit peu dans les méandres à la fois de l'histoire et de la famille, mais tout ça s'imbrique quand même assez magistralement. Mais donc voilà, tous les événements aussi que tu grogues, mais je propose peut-être que justement on lise, alors peut-être l'extrait de la Foire du Midi. Parfait. Donc tu vois, j'ai ici... Parfait, ça va. Papa, maman, on peut emmener les garçons à la Foire du Midi ? La Foire du Midi, s'étrangla Clarisse. Oui, ils vont adorer. Clarisse détestait la Foire du Midi. Elle n'estimait pas cette attraction à la hauteur de sa famille. Installée plus bas dans la ville que les Marolles, la foire était fréquentée par le petit peuple. Une fois le soir tombé, on y croisait des gens lugubres avec de mauvaises intentions. Des voleurs, mais aussi certainement des hommes qui cherchaient à porter atteinte à la vertu des jeunes filles, de ces filles. Les forains étaient des gens bourrus, incultes, qui faisaient croire n'importe quoi aux visiteurs. Une femme sans tête, un singe savant, une diseuse de bonne aventure, allons donc, que de stupidité. Et puis les roulottes, parquées derrière les attractions, puaient le fumier de cheval. Cette odeur puissante envahissait toute la foire et ne semblait même pas repousser les visiteurs. C'est dire s'ils avaient peu de scrupules et d'hygiène. Mais l'idée ne déplaisait pas autant à Ovide, qui accepta de bonne grâce la requête de ses filles. Toute la famille emmena une Clarisse bougonne et des petits garçons jubilants à la porte de Halle, où débutait la ribambelle d'attractions qui s'étendait jusqu'à la porte d'Anderlecht. Ils firent le trajet en tram, ce qui ne fit rien pour améliorer l'humeur massacrante de Clarisse. « Nous ne mangerons rien là-bas. Nous rentrerons souper à la maison, fit-elle. Ces kiosques à nourriture sale vont amener la maladie aux enfants. » Ovide tut les habitudes qu'il avait prises d'aller parfois souper dans ces endroits.
où il avait en fait adoré les caricoles cuites dans du bouillon de légumes trop salé. Il n'était pas fâché d'emmener sa progéniture à la foire comme s'il s'agissait d'un voyage exotique à la découverte d'un monde inconnu. Les mélodies entêtantes des orgues de Barbarie et les effluves de friture annonçaient l'ambiance dès la descente du tram. La chaleur de juillet autorisait aux 4 jeunes filles des tenues plus légères, aux avant-bras dénudés, tandis que Vide portait une chemise à manches longues et un gilet boutonné par-dessus. Les grandes sœurs emmenaient leurs petits frères sur le carrousel à vapeur, tandis que Clarisse agitait son éventail pour mieux supporter la chaleur. Il ne se passait pas une minute sans que s'approche d'eux un forain proposant d'admirer une femme à barbe ou un animal féroce en échange d'un prix démesuré. Les forains à la voix sombre avaient toujours l'air un peu louches. Il leur manquait une dent, une de leurs paupières était fermée, ou leurs doigts n'avaient plus toutes leurs phalanges. Ils sentaient la sueur et le tabac, souvent aussi l'alcool. Ovide les écartait en riant. Clarisse s'offusquait de ces gens qui se permettaient une telle promiscuité avec elle. Elle gardait un œil attentif sur la poche où elle savait que son époux gardait ses billets, persuadée que chacun de ces êtres allait les dépouiller. Voilà, c'est pour vous plonger un petit peu dans cette foire du Midi qu'on a tous connue, qu'on a tous fréquenté à un moment ou un autre sans doute. Ici, c'est l'évocation, on est dans les années 20, là, 20, oui. Pendant 25, les années 20. Donc, oui. Alors, effectivement, vous l'avez entendu aussi dans l'extrait, Ovide, le papa, lui, il est quand même un peu plus... aventurier. Il a été soldat, il a tout vu, il a peur de rien. Il a peur de rien, donc il emmène, d'autant qu'il a effectivement, et là on est toujours au début de l'histoire, il a effectivement été amené à fréquenter un petit peu ces quartiers des Marolles, en bas de la ville, et puis ce qui d'ailleurs va entraîner d'une certaine façon, ça a un peu aidé à désargenter la famille, on va dire. Oui, c'est ça, voilà. Mais alors, vous voyez, c'est ça, la force du livre, à mon sens, réside aussi dans cette imbrication ce dosage que tu réalises entre justement tout ce quotidien qui nous rappelle plein de choses, et puis ces événements qui viennent scander aussi toute la destinée de la famille. J'insiste aussi, et je te l'ai dit, je suis toujours attentif aussi au dialogue. Il y a beaucoup de dialogues, bien sûr, dans le livre, mais qui sont aussi très maîtrisés. C'est pas toujours évident. Et puis, non, mais crédible, parce que ça donne de la crédibilité aussi à tous ces méandres familiaux et historiques. Mais peut-être, alors, malgré tout, même si on est à peu près pendant 400 pages plongé dans cette vie quotidienne de Bruxelles, de la Belgique, parce qu'on voyage quand même un peu, pas beaucoup, mais on voyage. Mais on voyage à la côte, on voyage du côté... Ah, c'est un voyage, mais on voyage aussi concrètement dans la réalité. Par contre, à la côte belge et dans les Ardennes, quoi. Oui, voilà. Par contre, on est quand même dans le roman, hein, parce que tu te permets quand même une petite liberté par rapport, parce qu'il y a évidemment des personnages qu'on connaît. Il y a Hergé qu'on croise à un moment, mais Hergé a un fils dans le roman. Alors c'est drôle parce qu'en fait j'ai repris dans le roman une anecdote familiale qu'on m'avait toujours racontée telle quelle, qui implique une fête d'anniversaire du fils d'Hergé, lors de laquelle le fils de Malu obtient un autographe d'Hergé sur un dessin d'une fusée avant que l'album ne sorte. Et ce dessin existe vraiment, on l'a tous vu dans la famille, il est effectivement signé par Hergé, sauf qu'Hergé n'a pas eu d'enfant. Donc l'histoire qu'on m'a racontée a été complètement romancée par le souvenir, et je trouvais ça d'autant plus cocasse de l'écrire dans le roman. Oui, mais c'est aussi justement une réflexion sur le souvenir, et puis sur le souvenir qui est modifié. Oui, aussi, qui est modelé, qui est transmis, mais qui finit par ne plus être transmis. Exactement. Mais comme j'étais plongé dans la lecture
et que j'étais vraiment... j'étais à la Foire du Midi. On y est, on est à l'Expo 58 quand on lit le livre d'Isabelle. Je me suis dit, mais Hergé a un fils, a eu un fils. Eh ben non. Alors j'ai été vérifié, effectivement, il n'a pas eu de fils. Bon, après, parce que je me dis, Hergé, on savait qu'il était plutôt, même s'il marié plusieurs fois, plutôt stérile. Mais donc il n'a pas d'enfant, et donc il n'a pas eu d'enfant. Je me suis dit, oh là, je ne sais pas du tout ça. Mais bon, voilà. Et donc on est dans le roman, hein, donc il y a quand même. Et puis alors c'est une liberté du romancier aussi, évidemment, c'est de pouvoir aussi s'amuser. Oui, voilà, oui. Et puis, comme c'est un roman qui parle justement beaucoup de souvenirs et de transmission, c'était vraiment chouette d'y mettre un vrai souvenir qui n'est pas un vrai souvenir, en fait. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Donc, de jouer aussi avec l'écriture, avec le réel. Et donc, voilà, on suit vraiment avec plaisir ce quotidien, parce que, voilà, ça nous... Et tu me le disais aussi avant de la rencontre, ça évoque toujours pour nous le voyage à la mer, les biscuits. Alors oui, effectivement, là on avance déjà, mais on va quitter le fil vraiment conducteur du roman, parce que on ne peut pas évidemment évoquer les enfants de Malou, etc. Mais quand on vous dit, quand je lis que on est plus tard, mais qu'on va faire les courses au GB, ça évoque pour tout le monde quelque chose, évidemment. Et l'usine Côte d'Or à côté de la gare du Midi, et la bonne odeur de chocolat quand on allait prendre le train. Et ce qui est fort, et ce que tu me disais aussi, c'est que quand tu dis à tes enfants, on va au GB, ils savent qu'ils vont au Carrefour, quoi. Alors que mes enfants n'ont jamais connu le GB, mais comme moi j'ai continué à dire GB, eux aussi disent on va au GB. Eh ben oui. Mais moi je le dis même à mon fils qui a 13 ans, je dis on va au GB, puis on passe à la taverne du GB des Verts. Et donc voilà, on suit tout ça. Et puis alors, il y a effectivement le chapitre qui nous entraîne après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à l'Expo 58. Moment important dans le livre pour la famille, parce qu'il y a aussi toute cette découverte. C'est un roman aussi sur la transformation de la société, sur cet attrait pour le progrès, les premiers transistors, les premières TV, les voitures, les ustensiles ménagers, tout ça. Le Coca-Cola qui arrive en Belgique. Le Coca, et tout ça participe aussi de cette transformation constante, finalement, à la fois du statut de la femme qu'on a évoqué, mais aussi de toute la perception qu'on peut avoir de cette société qui est en pleine mutation, et finalement c'est assez violent pour Malou, toute cette transformation, même si elle était rebelle. Oui, et en même temps, elle observe ça d'un œil assez tolérant. Donc, Malou vient d'une famille où, comme je vous disais tout à l'heure, on l'a pas du tout prédestinée à faire des études ni à travailler. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle va vraiment pousser ses enfants, ses filles en particulier, aux études. Et comme son père était avocat et son mari était avocat, les études à l'époque, ça voulait dire faire son droit. C'était le droit mène à tout, donc si on faisait des études, c'était faire son droit à Saint-Louis et puis à l'université catholique de Louvain. Pas à l'ULB, évidemment. Pas à l'ULB, parce que ça faisait un peu peur, l'ULB. Et donc elle va quand même avoir la présence d'esprit de pousser ses filles aux études en se disant mes filles elles travailleront et elles auront quand même des enfants parce que moi je serai là pour m'occuper d'eux. Et donc elle va vraiment s'investir énormément dans son rôle de grand-mère pour permettre à ses filles de travailler. Et on va se retrouver dans les années 80 avec une émancipation des femmes qui est très très loin de ce qu'elle avait connu en début de vie, en début de siècle. Et j'ai beaucoup aimé écrire sur cette période-là parce que au début du XXe siècle, on était encore dans des convenances qui avaient des millénaires et des millénaires. Et à la fin du XXe siècle, même si encore aujourd'hui il reste beaucoup à faire, on a quand même
énormément travaillé en 100 ans sur l'égalité des genres. Oui, et donc on perçoit évidemment tout ça au fil du roman. Juste petite chose amusante, c'est que donc la maison est située rue Jules Lejeune, qui a été ministre de la Justice avant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui a supprimé la peine de mort en Belgique. Il a supprimé la peine de mort, mais il était prof de droit à l'ULB. Et donc c'est amusant. Ce que j'ignorais il y a encore une demi-heure. Voilà, et je te l'apprends, mais ça m'avait interpellé, ça m'a fait rire. Bon, soit. Mais et donc oui, effectivement, c'est un roman de la transmission. On va y venir. Juste, on a parlé du couple, donc Ovid-Clarisse, qui ont 4 filles, 2 garçons. Malu est elle va se marier avec donc cet avocat blond d'origine flamande et avec Charles qui voilà. Est lui assez en avance sur son temps. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est un mariage d'amour aussi. Oui. Ils sont très complices. Ils sont très très complices et en fait à l'époque quand ils se sont mariés le code de déontologie des avocats interdisait certains comportements et donc Charles fait souvent des petites remarques à Malu du genre si je change notre enfant tu le diras pas aux avocats hein. Ou alors il est très bricoleur aussi c'est lui qui va transformer en fait les pièces de la maison au fur et à mesure que les grandes sœurs partent, que les enfants arrivent, etc. Et il rit de lui-même. En fait, il a beaucoup d'autodérision, Charles, et il dit « Tu te rends compte, un avocat qui fait le plombier, il faut surtout pas que ça sorte de nos murs. » Mais alors, effectivement, on a vu que Ovide, donc le papa, partait au front en 14. Et Charles part au front en 40. Part au front en 40. Donc, par l'effet de miroir entre les parents et Malu et Charles, l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que Malu, forcément, vit un peu avec l'obsession de ne pas voir ses fils partir à la guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, moi, en tant qu'autrice, j'avais envie d'insister aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément beaucoup, mais bon, moi je suis née en 75 et donc la génération de mes parents est probablement la première génération européenne qui n'a jamais connu la guerre. Et c'est vrai qu'en 2026, c'est de nouveau très très inquiétant. Et voilà, j'avais envie de mettre un peu l'accent là-dessus dans l'écriture du livre. Oui, effectivement, cette transmission, on la ressent parce que finalement, on n'a pas encore parlé du personnage principal de ce livre, qui est effectivement la maison. Puisque la maison accueille tous les personnages de la famille qui évoluent, qui naissent. Tout le monde connaît cette maison, habite dans cette maison, et cette maison, presque comme un être vivant, va elle aussi s'adapter, être réorganisée en fonction des départs des plus grands, mais de l'arrivée des enfants. Et donc tout ça la maison vit véritablement et s'organise, s'adapte. Oui, la maison est vraiment un être vivant et il y a une petite pièce dans la maison qui est particulièrement intéressante parce que c'est là que les femmes, c'est vrai, c'est un petit cagibi où les femmes vont se remaquiller, donc où Clarisse va se maquiller avant de sortir, ou après Malu fera la même chose. Et en fait, la particularité de cette pièce, c'est qu'elle fascine les enfants et elle a une poignée extérieure, mais il n'y a pas de poignée à l'intérieur. Donc, si on ferme la porte avec quelqu'un dedans, la personne est enfermée dans cette toute petite pièce. Et évidemment, les 4 sœurs jouent énormément à se faire peur parce que Clarisse leur a complètement interdit l'accès à cette pièce. Et comme je te disais tout à l'heure, à l'occasion de la sortie du roman, j'ai contacté le propriétaire actuel de la maison pour savoir si on pouvait revenir la visiter.
Et la première chose qu'on a tous fait, c'est aller voir si le petit KGB avait une poignée sur le côté intérieur. Et la poignée n'est toujours pas là. Donc, mais oui. C'est une maison qui respire vraiment plein d'histoires, qui a plein de souvenirs, et c'est ça que je voulais transmettre aussi dans le roman. Oui, donc c'est une maison que tu as connue, toi, puisque oui. Elle appartenait à tes grands. Elle existe vraiment telle que décrite dans le roman, oui. Après, le roman, c'est bien un roman, hein, mais. Oui, mais donc tu as bien effectivement. Tu as des souvenirs précis de cette maison, moi j'ai des souvenirs très précis, de l'architecture, oui. Et puis là donc pour le roman tu as pu contacter effectivement le propriétaire actuel. C'est ça. Pour pouvoir revisiter, retourner dans cette maison que tu as connue. Elle nous paraissait toute petite évidemment puisque maintenant on est adulte alors qu'on y était quand on était enfant. Elle nous paraissait immense. Et donc c'est une maison de style Art Nouveau. Alors dans la vraie vie, c'est plutôt Art déco. D'accord, oui. Mais elle est vraiment aussi loufoque que décrite, donc elle est très grande et il y a des grands espaces qui servent absolument à rien. Les chambres sont minuscules. Il y avait à l'époque une salle de bain pour tout le monde et puis en fait Charles va en fait bricoler des cloisons pour déplacer les salles de bain, pour mettre une cuisine là où il y avait une salle de bain, etc. Alors si tu permets, je vais lire juste le petit extrait justement qui donne finalement le ton aussi de cette aventure et de cette maison qui est le refuge aussi, finalement. Hein. Oui, tout à fait. C'est le refuge pour toute la famille et puis pour la filiation. C'est Malu qui va... On a toujours pu s'arranger. J'aime que le temps passe en boucle, que ces murs abritent plusieurs générations. Cette maison, c'est le territoire de la famille. Il fallait sans doute avoir vécu au moins un demi-siècle pour découvrir cette dimension du temps, la boucle. On revient au point de départ et le cycle reprend. Quand Ferdinand empilait ses cubes en bois dans le foyer, Ovide fumait lentement son cigare, assis dans le bureau d'à côté, en écoutant les conversations par le toboggan de la boîte aux lettres. Et les petits-enfants de Charles et Malu lisaient des livres d'images, tandis que Denise claquait la porte du petit cagibi pour y enfermer ses sœurs. Les petites se déguisaient avec les robes qui étaient déjà vieilles en 1915, alors qu'elles songeaient sérieusement à initier ses petits-enfants au piano. Malu s'acharnait sur les gammes de son cher professeur Barbenel. L'envie qui lui revenait d'ouvrir le clavier, c'était un moyen d'éviter une nouvelle guerre, de réinventer le Chopin écrasé par l'aurore, englouti dans la boue monstrueuse. Toute sa vie était contenue entre ces quatre murs. On y respirait l'air de la tribu, le parfum du lieu où tout s'apaise. La maison était devenue le point de ralliement, la rampe du foyer, les anciens chevaux, tornades et tempêtes des jeux d'enfants, des sœurs Sapin, tenaient maintenant le digne rôle de comptoir d'échange. On y déposait courriers et objets destinés à un autre membre de la famille qui allait passer dans les prochains jours. Ce qui, en 1912, n'était qu'un bout de cadastre, des briques, des tuiles et du parquet verni, constituait maintenant son territoire. Celui sur lequel elle avait tout bâti, tout vécu. C'était là qu'était gravé son ADN, depuis Ovide et jusqu'aux générations après elle. Donc, vous voyez, c'est fort, c'est assez intense et on respire, cet air-là qui, on le sent effectivement, j'ai envie de dire, donne une assise finalement à toute la filiation, toute la famille. C'est très émouvant d'entendre quelqu'un d'autre lire un texte que j'ai écrit et que je ne me souviens plus d'avoir écrit en plus. Donc merci pour ça. Mais écoute, voilà, non, c'est parce que voilà, il y a quelque chose de très très corporel finalement, même si justement tout est plutôt sobre, notamment par le biais
du caractère finalement très religieux de la famille. Mais malgré tout, il y a quelque chose de très charnel qui passe par, à mon sens, justement, cette prise de possession de cet espace qui est véritablement l'espace vital et la colonne structurante de la famille. Oui, oui, tout à fait, oui. Et je pense que j'aurais pas pu inventer ça si pour moi cette maison n'avait pas été aussi le refuge, le symbole de la tribu, etc. Ouais. Alors, il y a évidemment, on va évoquer aussi, bien sûr, ces fameux biscuits. Hein, on en a dit un petit mot. Mais il y a aussi une très belle... voilà, il y a des petites perles comme ça que j'ai retenues aussi pendant ces Malou, à propos de Malou pendant la guerre. Chaque jour, elle voulait croire que se rapprochait le temps où les biscuits reviendraient. C'est très joli, ça. Hein, alors, vous voyez, il y a tout ce travail. Non, mais il y a vraiment un travail d'écriture assez impressionnant dans le sens où on a d'un côté quelque chose de plutôt minéral avec la maison, et puis avec le biscuit, on est aussi dans le charnel de la dégustation, dans le charnel du repas, mais avec tout ce que ça implique pendant la guerre de privation aussi. Et le biscuit est un autre ferment, justement, une autre pâte consolatrice, si on veut, et à la fois aussi rassurante. Donc on a les deux pendants chez Malou. Oui, on sent vraiment que pour elle c'est très important d'avoir toute sa famille à table. Le repas est vraiment quelque chose d'important, et même pendant la guerre, quand tout était rationné, elle invente un certain type de repas pour que tout le monde puisse manger en ayant l'impression d'avoir mangé à sa faim. Alors, oui, mais c'est ça. Et Malou aussi, à la fois elle est là, mais à la fois elle ambitionne peut-être aussi de voyager, parce que tout au long du livre, on sent que elle adore cette maison, elle adore le cocon familial, mais quelque part, il y a peut-être un peu de regret chez Malou depuis, en fait, le moment. Elle se souvient des récits d'Ovide. C'est ça, oui. En fait, elle a vraiment été bercée pendant son enfance de tous les récits de son père, donc qui lui parle des États-Unis, qui lui parle de la Mandchourie, qui lui parle de villes en Russie, qui lui semble absolument fabuleuse, parce que toute sa vie, elle les verra avec ses yeux de petite fille. Et donc c'est vrai qu'elle-même, pendant quelques années, rêve de devenir pianiste, de voyager, de connaître toute l'Europe, etc. Et elle tombe sur un avocat blond et flamand qui, en plus, est très casanier, qui lui a vécu la bataille de l'Isère, qui est parti à la fin de la guerre en Allemagne pour aider les déportés à revenir chez eux. Donc lui, il considère qu'il en a assez vu, qu'il est très bien dans sa petite Belgique. Et c'est vrai que ça restera une grande frustration pour Malou, oui, qu'elle arrivera à compenser sans trop en vouloir à son mari de l'emmener tout le temps à la mer et dans les Ardennes. Mais je pense que ça fait partie des compromis qui font tenir les couples pendant très longtemps aussi, hein. C'est ça, c'est vrai. Alors, tu veux lire peut-être encore un extrait ou Avec plaisir, ouais, comme tu veux. Ouais. Parce que je voulais aussi terminer par évoquer ce passage ici, peut-être jusqu'ici. D'accord. De l'Expo 58 dont on a parlé, qui est un moment charnière aussi dans le livre, mais qui est absolument délicieux quand on en arrive à cette époque-là. C'est le pays entier qui était galvanisé par la joie, ce 17 avril 1958. Comme à son habitude, la météo faisait tout pour gâcher le spectacle, sans y parvenir le moins du monde. Le mercure ne dépassait pas les 9 degrés, et les parapluies s'entrechoquaient au-dessus des têtes sur le site du Heysel, mais peu importait.
Aujourd'hui, Bruxelles était le centre du monde. Des années de travaux avaient préparé la capitale à accueillir ce qui s'annonçait comme la plus fabuleuse exposition universelle de tous les temps. Le commissaire général de l'exposition, M. Moons de Fernic, avait largement prévu de quoi en mettre plein les yeux aux 42 millions de visiteurs attendus. Le monument le plus emblématique de l'expo, l'Atomium, avait été achevé après 2 ans de construction, un mois tout juste avant l'inauguration. Il était voué à être détruit au bout des 6 mois que durait l'expo, tout comme l'autre monument qui devait ébahir les foules, la flèche du génie civil. Un porte-à-faux de 80 mètres de longueur, soutenant une passerelle qui permettrait aux visiteurs de se rendre d'un quartier à l'autre de l'immense site. On disait même que l'arrogant pavillon américain, à la pointe du modernisme, n'arriverait pas à impressionner autant que ces 2 bâtiments. Le boulevard Léopold II avait été recouvert d'un viaduc pour que les voitures attendues par milliers dans Bruxelles puissent se rendre facilement au Heysel. Un motel qui avait des allures de village avec plusieurs rangées de bungalows résidentiels était sorti du sol à Wemmel, à 2 pas du site, prêt à accueillir le personnel expatrié qui travaillait dans les pavillons de leurs pays respectifs. L'expo disposait de son propre héliport et de plusieurs terminus de lignes de tram et de bus. Un téléphérique parcourait le boulevard du Centenaire et l'avenue du Grottilleul. Des voiturettes Express Expo, construites par Mercedes, menaient les visiteurs par petites cabines de 12 personnes à travers les différents secteurs pour 15 francs le ticket. L'abonnement pour les 6 mois coûtait 500 francs pour les adultes, un peu moins pour les enfants. Et Charles avait fait l'investissement pour toute la famille. L'expo, qui s'étendait sur 200 hectares, se voulait non seulement culturellement très complète, mais aussi futuriste. En plus des pavillons de 51 États, le plateau du Heysel proposait un secteur entièrement consacré à la Belgique, un autre au Congo, un parc d'attractions, un secteur pour la science, l'art et le sport, et enfin un village entier nommé la Belgique joyeuse. L'expo voulait en effet insuffler un vent de bonheur et de prospérité au monde. Voilà. Donc, effectivement... Vous vous en souvenez, c'était comme ça ? Nous, on ne l'a pas vécu, nous. Non, nous, on est un peu trop jeunes. Mais par contre, j'insiste aussi sur le travail que ça a dû te prendre quand même de recherche historique, sans doute. Là, pour le coup, j'ai été au musée de l'Expo 58 avec ma mère pour la faire parler. Ok. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches dans des livres aussi. Oui, parce que bon, il y a beaucoup d'informations aussi. Mais alors, tu m'as révélé qu'effectivement, il restait une petite erreur historique. Il fallait pas le dire. Mais si, justement, il faut le dire. Parce que les gens vont acheter le livre pour essayer de la découvrir. Ah voilà, hein? Il faudra trouver. Il faudra trouver dans les 400 pages la petite erreur qui est restée. C'est vraiment un détail. Hein? C'est un tout petit détail. Mais connaissant Robert, je pense qu'il l'a peut-être fait exprès pour justement inciter ce genre de choses, une sorte de quête à travers le livre pour voir qui retrouve l'erreur qui s'est immiscée dans le... Disons qu'il faut être amateur de cyclisme pour se rendre compte que c'est une erreur. Et moi, je le suis. Et je l'avais pas vu. Zut. Mais voilà. Voilà, on arrive tout doucement au terme de ce dialogue. Alors, il y a plein de choses, évidemment, qu'on pourrait évoquer. Juste peut-être, je suppose qu'après un travail comme ça, tu as soufflé un petit peu. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as déjà des projets d'écriture en cours, des choses Oui. Complètement différents Complètement différents, effectivement. Okay. Je vois Robert la semaine prochaine à la Foire du Livre et il va recevoir un manuscrit. Voilà. Et aussi dense On verra. Ça, on verra. Mais de toute façon, on suit évidemment régulièrement les nouveautés de Robert Naoum, qui est le maître d'œuvre de 180 degrés édition. Donc tu seras à la Foire du Livre aussi la semaine. Oui. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche, je serai là au stand de 180 degrés. Oui. Voilà, donc essayez de à côté de Donald. À côté de Donald, effectivement. Mais on va voir. Dont le roman est aussi édité chez 180 degrés. Bien sûr, qu'on avait présenté ici
évidemment. Donc tu seras à la foire du livre. Ben, on va suivre un peu, bien sûr, un nouveau, éventuellement un nouveau livre. Mais en attendant, ben, vous connaissez la formule. On va passer à table. Alors, pas évidemment avec les biscuits, mais avec la surprise du chef. Et puis on verra. Et on se retrouve bien sûr après le repas pour l'échange avec vous, les questions et les réflexions par rapport à ce roman fleuve qui sent bon cette Belgique d'antan. Juste peut-être une dernière chose, est-ce qu'il y a quand même un peu de nostalgie ? Ah, c'est parti de la nostalgie, oui, oui. Oui, mais même de la période que tu connais, que tu as vécue de l'enfance aussi. Oui, oui, moi je suis très très nostalgique de cette maison. C'est vraiment la maison dans laquelle j'ai mes plus bons souvenirs. Et c'était incroyablement gai d'être de nouveau dans cette maison pendant toute l'écriture du roman. Oui. Voilà, mais écoutez, on se retrouve après, bon appétit, et puis on terminera aussi par déambuler dans la maison. Voilà, merci à tout à l'heure. Merci. Merci Isabelle. Merci à vous, merci à toi.